Eh bien, écoutez, je suis ravie de vous recevoir pour cette table ronde donc sur un sujet aussi crucial qu'actuel, la prévention et surtout la gestion de l'épuisement chez les dirigeants. Donc, je pense que c'est logique, chaque dirigeant court après le succès. Le problème, c'est que ce dernier ne devrait jamais se construire au détriment de la santé mentale. Et pourtant, on le sait, trop de dirigeants et d'entrepreneurs sacrifient justement leur bien-être sur l'autel de la performance. Donc aujourd'hui, je vous propose de lever le voile sur les causes du burn-out entrepreneurial notamment, ainsi que les signes d'alerte à surveiller et surtout, ce qui nous intéresse, des solutions concrètes pour bien, arriver à préserver son équilibre. Donc un équilibre dont on a beaucoup parlé dans le dernier échange. Avec nos précédents invités. Et bien pour cet échange, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Boulanger et Lionel Pagès. Chers invités, est-ce que vous pouvez vous présenter? Vas-y Mathieu. Ah, on ne t'entend pas, tu es en mute, Mathieu. Ok. Bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Mathieu. Qu'est-ce que je fais dans la vie, moi? J'ai dirigé pendant 15 ans une entreprise d'insertion par l'activité économique et une entreprise adaptée. Euh, je partage aujourd'hui mon temps entre plusieurs métiers. C'est différent les uns des autres. Je suis psy, je consulte en Gestalt thérapie. Là, je suis dans mon cabinet, là, ici, donc tous les matins. Et l'après-midi, je dirige un organisme de formation spécialisé en santé mentale et j'accompagne des grands groupes, en l'occurrence GSF et Paprec, dans leur stratégie en lien avec l'économie sociale et solidaire. Bien, merci Mathieu. Lionel, est-ce que tu peux nous donner une petite présentation aussi? Oui, Lionel Pagès. Donc moi, je suis, euh, d'un point de vue académique, je suis chimiste et biochimiste de formation. D'un point de vue professionnel, je suis ostéopathe depuis maintenant 30 ans. Et dans mon parcours d'ostéopathe à forte dimension scientifique, j'ai été amené à imaginer une approche qui permettrait aux personnes de vivre la pression dans des meilleures conditions. En fait, c'est passé par la création d'un centre de remise en forme, puis après par la création d'ActiStress en 2020, et d'une méthode de gestion du stress globale qui permet en fin de compte d'aider les personnes à faire rayonner leurs valeurs économiques, sociales et humaines au cœur du challenge. C'est important parce que très souvent on voit le stress comme un ennemi ou comme quelque chose de difficile. Mais en fait, le problème, c'est pas le stress, c'est de savoir si on va pouvoir contacter ces ressources au cœur de la pression. Et ça, du coup, on va en parler dans cette réunion parce que quand on n'a pas accès à ces ressources ou qu'on croit y avoir accès et qu'on n'y a pas accès, eh bien, il y en a qui ont essayé, mais ils ont eu des problèmes, comme dit Chevalier Las Palais. Donc, on va voir ceux qui ont essayé et qui ont eu des problèmes avec Mathieu. Et on va surtout voir toutes les solutions qui sont Voilà. à portée de main pour vivre sa position de leader de manière enfin, dans les meilleures conditions. Ouais, épanoui, Et quoi. avant de rentrer dans le... Tout à fait. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va prendre quelques instants pour placer quelques chiffres clés de l'année 2024. Euh, Selon l'Observatoire du Burnout, eh bien, l'année dernière, un dirigeant sur trois en France se disait proche de l'épuisement professionnel et 68% des dirigeants déclaraient sacrifier leur équilibre personnel pour répondre aux attentes professionnelles. Et donc, c'est sans surprise que les entrepreneurs et les dirigeants présentent un risque de burn-out 45% plus élevé que la moyenne des autres salariés, donc notamment en raison de la charge mentale et de leurs responsabilités, on l'imagine bien. J'imagine que c'est des chiffres qui ne vous surprennent pas, Mathieu, Lionel. Non, c'est des chiffres qu'on connaît et avec lesquels on travaille dans nos activités, aussi bien Lionel que moi, dans nos actions,
On a de la prévention aussi et expliquer un petit peu ce que c'est que cette histoire de burn-out, hein. On peut entendre parfois beaucoup de... Notre rôle, c'est un peu de démystifier, puisqu'on entend beaucoup de choses. On peut entendre, oh, mais c'est à la mode. On peut entendre ce genre de choses. J'imagine que Lionel, t'entends ça aussi. Ah Et oui, ça donc pour des le coup, personnes on entend beaucoup. qui peuvent confondre un peu, par exemple, la dépression et le burn-out. Et donc, du coup, on a aussi ce rôle un petit peu pédagogique d'expliquer un petit peu, voilà, c'est quoi cette histoire. Quand on est questionné sur les RPS, on a, voilà, ce rôle pédagogique qu'on tente de mettre en œuvre aussi. Et c'est des chiffres qui sont importants, qui peuvent être impressionnants, mais qui sont un vrai reflet de ce qui se passe en ce moment. Ce que je trouve intéressant dans les différents chiffres, c'est entre autres le dernier, 45% de risque supplémentaire de burn-out pour les entrepreneurs et dirigeants par rapport à la moyenne des salariés. Et du coup, ça montre la spécificité du stress du dirigeant. Ça n'amoindrit pas le stress qu'a le collaborateur, mais c'est vrai qu'à partir du moment où on porte le risque et qu'on engage ses données personnelles, et alors pour le coup, Mathieu, comme moi-même, on est dirigeants tous les deux, c'est-à-dire qu'on porte le risque de notre structure, on n'est pas salarié. Ben, en fait, c'est un stress spécifique, quoi. Et donc, c'est pas surprenant que ce 45%, il s'impose là à travers ce chiffre, quoi. Tout à fait. Et en parlant d'investir ses deniers, d'avoir un plus fort investissement forcément de la part des dirigeants, on a 3 entrepreneurs sur 4 qui constatent que leur charge mentale s'est fortement amplifiée depuis la création de leur entreprise. Et l'une des conséquences probables, en tout cas, c'est que 72% des entrepreneurs qualifient leur état physique et ou mental de mauvais. Donc c'est quand même une proportion très importante. Et donc, ben, ces données, elles illustrent une réalité qui est préoccupante, c'est que le succès, bah, lorsqu'il est poursuivi au détriment de la santé mentale, eh bien, ça devient un piège. Pourtant, on va le voir avec vous, il y a des outils qui existent pour prévenir et gérer ces situations avant même qu'elles deviennent critiques, hein. Le but, c'est de les prévenir en amont. Juste avant de parler des dirigeants, là, avec Lionel, on va parler des dirigeants. Parler aussi, j'ai fait un burn-out moi-même, j'avais 300 salariés, je faisais 8 millions d'euros de chiffre d'affaires et à un moment, je me suis retrouvé 3 semaines au lit avec aucun autre symptôme que tiens, j'ai plus de force dans mon corps, je comprends pas, j'ai plus aucune énergie. Et à l'époque, le burn-out était sûrement moins connu. Et les gens autour de moi qui ont pu, on me dit, bon, c'est sûrement la fatigue professionnelle, mais personne qui a pu m'alerter suffisamment sur ce sujet. Donc, je me suis un peu dépatouillé tout seul. Mais il y a le burn-out des dirigeants, ok. Mais je crois qu'il y a aussi, moi c'est ça que j'observe depuis 20 ans, il n'y a pas assez de prévention pour les porteurs de projets. C'est-à-dire que moi, c'est quelque chose que je fais moins aujourd'hui, mais quand je dirigeais mes entreprises à l'époque, je faisais énormément d'accompagnement et de mentorat pour les jeunes entrepreneurs et les porteurs de projets. J'ai même créé un club de mentorat entrepreneurial. Et donc, du coup, je disais systématiquement aux dirigeants, mais vous avez prévenu votre famille? Et il me disait, oui, oui, bien sûr, on leur a dit, on porte un projet. Je dis, non, non, vous n'avez pas compris ma question. Et vous avez prévenu votre famille de ce qui va changer aussi au niveau de votre humeur, de votre préoccupation, de ce qui possiblement, je vous souhaite que ça soit le plus tranquille possible, mais j'ai peu connu les dirigeants, en tout cas dans des entreprises en croissance, euh, pour lesquels c'est un long fleuve tranquille d'un point de vue de leur santé mentale. Donc, est-ce que vous les avez prévenus? Mais je crois il y a peu de prévention aussi pour les porteurs de projets. Parce que tu disais, 2 sur 3 déclarent que leur santé mentale s'est dégradée ou que leur épuisement s'est dégradé après la création. Mais justement, avant qu'ils créent, est-ce qu'on leur en a suffisamment parlé? Ça me semble un enjeu aussi, dans les incubateurs, auprès des porteurs de projets, etc. Tout à fait. Bah, tu fais une parfaite introduction à ma slide suivante, puisqu'on a 65% des entrepreneurs qui reconnaissent ne jamais s'être informés sur la santé mentale, alors même qu'ils sont 37% à la recherche quand même d'un coaching et 29% souhaiteraient une prise en charge des coûts liés à un suivi psychologique. Chers participants, je vous propose un petit sondage d'ailleurs. Euh,
Est-ce que la santé mentale et vous, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que c'est un sujet sur lequel vous êtes penché? Est-ce que vous n'y êtes pas penché et ça ne nous intéresse pas? J'imagine que si vous êtes avec nous, c'est que vous êtes quand même un minimum intéressé. Merci beaucoup pour vos réponses. Je vais les partager avec tout le monde. Donc, on a quand même 43% des participants qui bénéficient déjà d'un accompagnement. Donc, ils ne sont pas seuls face à cette charge. Et 43% aussi qui se sont renseignés. On en a 14 qui sont intéressés, mais qui ne se sont pas penchés sur le sujet. Eh bien, écoutez, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet avec des solutions concrètes pour bâtir une carrière pérenne et surtout équilibrée, parce que un succès durable, eh bien, ça commence par soi-même. Alors, je vous propose cette première question. Quels sont les principaux facteurs de stress spécifiques aux dirigeants et aux entrepreneurs? Et eh bien, finalement, comment ces pressions vont se manifester au quotidien et impacter le bien-être de ces personnes? En fait, je veux bien commencer à répondre à cette question parce qu'il y a, je pense, quelque chose à poser en amont pour qu'on comprenne bien pourquoi il y a Mathieu et moi qui sommes là. Depuis le début, on parle de santé mentale. Euh, et en fait, dans les slides, c'est marqué en gros santé mentale, mais rapidement, d'une façon ou d'une autre, on parle de santé physique. Et puis on parle d'épuisement, et puis on parle de saturation, et en fait, le mot mental, le mot santé mentale, regroupe un tas de thèmes différents qui, en fin de compte, mélangent. On appelle par exemple, on parle de santé physique, mais globalement, le chapeau, c'est santé mentale. Ce qui est important de comprendre quand même, c'est que quand on est sous stress, le mental, le physique, le biologique, le tissulaire, le sensoriel, le moteur est en lien avec la santé nerveuse. Donc, c'est le système nerveux qui gère les autres, sous stress en tout cas. Donc, quand on est sous stress, la santé mentale est une des composantes des grandes santé du corps. Mais la santé du stress, c'est la santé nerveuse. Ça ne n'amoindrit absolument pas ce qu'est la santé mentale, il faut absolument en parler, mais ça permet quand même de repositionner les choses à leur juste place, c'est-à-dire que le chapeau, c'est la santé nerveuse. Le système nerveux est le chef d'orchestre du psychologique, du cognitif, de l'émotionnel, du sensoriel, du moteur, du tissulaire et du biologique. Vous voyez, c'est bien plus large que la santé mentale. Et c'est important de le comprendre parce que, et Mathieu a lancé le sujet quand il a dit qu'il est dans son lit du jour au lendemain et il ne peut plus bouger. C'est quoi? C'est la santé mentale, ça? Non, non. Et s'il ne bouge pas ses pieds, c'est pas la santé mentale, en fait. Il n'est pas psychotique, il n'est pas dépressif. Non, non, il est juste épuisé. Bah, il est épuisé nerveusement. Et c'est pas pour autant qu'il va devenir dépressif. Donc, en fait, c'est tout le lien entre dépression et... Donc, en fait, il est épuisé nerveusement et il a poussé tellement loin sa biologie qu'il a même plus la motricité nécessaire pour pouvoir bouger. Donc, les dirigeants épuisés, ils sont épuisés nerveusement. Certains vont déclencher des troubles en lien avec la santé mentale, d'autres vont déclencher des troubles physiques. C'est pas pour rien qu'il y a des caisses de retraite très riches en France, chez des indépendants. Alors ils vont vous dire qu'elles sont bien gérées, mais en fait, c'est pas tout à fait ça. C'est qu'ils s'organisent pour travailler, 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 arriver à la retraite, ils meurent. Et donc, du coup, ils n'ont pas de retraite. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement poussé le système nerveux loin qui se retrouvent avec un feu biologique tellement intense qu'ils ont développé un cancer sans s'en rendre compte. Le mental a tout couvert et quand ils débarquent à la retraite, ils sont embarqués par un cancer foudroyant. Donc ça, c'est la réalité du système nerveux qui est méconnue et qui est toujours récupérée d'un point de vue mental. Mais ce qui est intéressant, c'est que Mathieu en parlera. Mathieu, c'est un praticien en Gestalt. Et la première chose qu'il fait avec ses clients, c'est de leur faire lier le mental et le somatique, de leur faire conscientiser ce qu'ils ont dans leur tête. Ça veut bien dire que être dans sa tête et croire qu'on est costaud, qu'on va y arriver, patati patata, c'est à la fois très bien d'un point de vue motivationnel, mais c'est aussi extrêmement limitant parce qu'on peut se raconter n'importe quoi quand on s'est habitué à être sous pression. Donc ça me semblait important de faire Cette euh, remise au point. ouais, cette remise à niveau parce que sinon on est sur un mot qui est un mot fourre-tout et on nous fait croire surtout.
à la fin que c'est le coaching et la thérapie psychologique uniquement qui vont permettre au système nerveux de se calmer. Alors, si ça c'est vrai, je vous assure, moi je suis blond à grosses boucles, avec des cheveux qui tombent jusqu'aux fesses, parce qu'en fait, ça marche pas. Il faut que les gens se connaissent, absolument. Il faut qu'ils se posent des questions sur eux-mêmes et il faut couper en même temps le système nerveux. Et si on ne fait pas les deux en même temps, ça marche pour quelques personnes et qui ont déjà une bonne hygiène de vie, mais pour ceux qui sont allés trop loin, ça Ça marche pas. suffit pas. Ouais. T'en penses quoi, Mathieu, de ça? Euh, Bon, j'apprécie très particulièrement le travail d'ActiStress que je trouve d'une utile et de deux courageux parce que je trouve que le corps est un peu le grand oublié de l'entreprise d'une manière générale de l'entreprise en particulier et de notre société d'une manière générale. Donc oui, bien évidemment, on en reparlera plus précisément avec les autres questions de Morgane sur le lien entre le corps et ce qui peut se passer émotionnellement en termes de pression, en termes de stress, etc. Ce lien me semble essentiel et trop peu mis en avant. Je suis plutôt d'accord avec toi sur le fait que euh, des thérapies uniquement portées sur le verbal peuvent faire énormément de bien et peuvent être d'une très grande utilité. Et pour certains sujets, bon, moi je suis un peu spécialisé sur le sujet des violences sexuelles et du psychotrauma, donc sur ces sujets-là, les thérapies uniquement verbales et qui ne prennent pas en compte, euh, comme dans certaines thérapies, comme dans la thérapie sensorimotrice ou comme dans d'autres thérapies, comme nous ce qu'on fait en Gestalt, qui ne prennent pas en compte l'impact émotionnel et donc l'émotion, c'est du corps, hein, l'émotion, c'est du corporel, c'est pas de l'intellectuel, qui ne prennent pas en compte cette incidence-là, me semble être un peu à côté. Donc, sur ce sujet du burn-out et de la gestion du stress, pas parler, comme tu l'as très bien, très justement fait, ne pas parler du système nerveux central, ne pas parler du fonctionnement, du lien entre ce qu'on vit émotionnellement et l'impact que ça peut avoir sur le corps, ça me semble, on semble être à côté du sujet. Et pour répondre à la question de Morgane sur ta question, c'est quels sont les principaux facteurs de stress spécifiques aux dirigeants et entrepreneurs? Pour répondre à cette question, je te dirais que déjà, il y a un premier facteur de stress qui est pour moi qui peut paraître très paradoxal, mais si on a des dirigeants dans l'assistance, ça va bien évidemment être une tarte à la crème et je vais enfoncer une porte ouverte, mais c'est l'isolement. C'est-à-dire que c'est le paradoxe de dirigeants qui sont très entourés. Là, c'est la période des vœux. Certains sont peut-être. Moi, je suis allé à deux cérémonies de vœux là récemment. C'était cette semaine d'ailleurs. On voit plein de monde. On a plein de gens dans notre carnet d'adresses. On connaît plein de dirigeants. On connaît, mais pour moi, un facteur de risque, c'est que c'est toujours pareil. Qu'est-ce qu'on nous apprend? Moi, pendant des années, avec un ami, là, j'ai animé des réseaux business. J'avais le micro et je faisais venir une centaine de dirigeants, un élu, un acheteur grand compte, j'avais le micro. Qu'est-ce qu'on leur apprend quand on leur dit, vous allez faire du speed networking, vous avez une minute pour vous présenter, vous êtes dirigeant? Qu'est-ce qu'on leur apprend? Qu'est-ce que je leur apprenais, moi, à cette époque-là? Je leur disais, mais vous passez devant le grand classique, vous passez devant un restaurant vide et un restaurant plein pour entrer dans lequel il faut donner envie et blabla et blabla. Donc, l'habitude du dirigeant, c'est l'isolement. Pas forcément l'isolement parce qu'il ne croise pas du monde, hein. Il croise ses salariés, ses fournisseurs, etc. Et moi, je sais que tu me demandes comment ça va dans ma boîte, on se voit qu'une seule fois dans l'année au vœu. Je vais pas te dire, oh là là, tu sais, c'est la merde. Là, en ce moment-là, j'ai essayé de passer l'ISO 9001, c'est pas passé, machin. Et puis, j'ai un gros problème de trésorerie. En plus, j'ai perdu mon plus gros client, etc. Je vais pas te mentir non plus, mais je vais te raconter que j'ai remporté le super appel d'offres de machin chose, que j'ai recruté un super collaborateur à machin, que mon taux d'accident de travail, il est parmi les plus bas de mon secteur. Ce qui est vrai. Mais je vais plutôt te parler de ce qui brille et ce qui va bien parce qu'on a ces petites Se mettre en habitudes avant. commerciales. C'est pas ni de la manipulation ni du mensonge, mais c'est juste que bon, bah, finalement, on voit quelqu'un pendant 3 minutes qu'on connaît pas si bien que ça, on va lui parler de ce qui va bien dans notre entreprise. Mais au final, à qui est-ce qu'on parle de ce qui va pas? Est-ce qu'on en parle dans notre famille quand on rentre, enfin voilà, les pompiers qui rentrent à la fin de leur journée, qui sont les premiers sur les interventions un peu difficiles sur les autoroutes, etc., qui voient des scènes atroces, est-ce qu'ils en parlent à leurs enfants et leur mari ou femme ou compagnon ou je ne sais quoi quand ils rentrent au travail? Les pompiers, non, ils font pas ça. Et donc j'ai la chance d'avoir ma femme qui est psy, donc on peut se parler un peu de notre travail, mais sinon, un psy qui bosse dans le psychotrauma, est-ce qu'il parle des situations? Non, déjà pour des questions de confidentialité et non également pour l'intensité. Donc le dirigeant peut être très isolé émotionnellement
des appréhensions. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas affoler ses salariés, parce qu'il ne veut pas affoler ses fournisseurs, parce qu'il ne veut pas affoler ses clients. Il veut affoler personne. Il y a ce syndrome du sauveur et il a souvent, il est souvent en train de rejouer quand même un scénario où il peut compter que sur lui-même, etc. Donc c'est vrai que voilà, il y a des modèles de gouvernance qui permettent d'éviter ça, hein, avec de la codirection ou avec des organisations coopératives, etc. Mais c'est vrai que c'est un facteur de risque assez intense. Et par rapport à ce que dit Mathieu, pour aller dans son sens, moi j'aurais mis, mais c'est tout à fait c'est la suite de la solitude. C'est que socialement, la construction du dirigeant, elle est quand même intimement liée à la construction du modèle libéral, qui est qu'on est entrepreneur de soi-même. Et donc, on doit assurer coûte que coûte. Et pour moi, le principal facteur du dirigeant qui est la continuité de cette solitude et dont Mathieu a tout à fait évoqué les origines, eh ben, il faut être fort. Et il y a une culpabilité au non-effort. Ce que je veux dire, c'est que si je suis dirigeant et qu'on me propose, il y a un gros truc à aller chercher, il y a un mur, il y a une masse et il y a une porte à ouvrir. Et on me dit, voilà, qu'est-ce que vous préférez pour aller chercher le gros butin qui est derrière, qui vraiment, quand vous l'aurez, ça vous donnerait une super valeur. Est-ce que vous préférez casser le mur à la masse ou ouvrir la porte? La plupart des dirigeants vont casser le mur. Parce que l'idée, est-ce que c'est notre culture judéo-chrétienne? Il y a des cultures au niveau mondial qui ne ferait pas comme cela. Mais en tout cas, nous, on a besoin d'associer l'effort à la récompense. Et donc, qui dit si je dois absolument associer l'effort à la récompense, il va falloir vraiment que je galère pour obtenir le résultat. Et si je ne galère pas, je me sens coupable. Donc pour moi, les principaux facteurs du stress du dirigeant, en plus de ce que dit Mathieu, c'est la difficulté à arbitrer la limite, la difficulté à arbitrer la relation à l'effort, et donc la difficulté à arbitrer la relation à la culpabilité d'obtenir sans effort. Et on le voit constamment dans ce centre qu'on a créé. Nous, on accompagne des gens en burn-out et on rétablit sur des temps courts. Donc, et on a des gens qui viennent du monde entier. Donc, on voit tout à fait les différences culturelles. Euh, en fait, ce qui est assez commun à l'être humain, c'est le rapport à la culpabilité, de ne pas obtenir sans faire beaucoup, beaucoup d'efforts. Oui, on a intégré que pour réussir, il fallait Il faut souffrir. galérer, il faut souffrir. Il faut souffrir. Et c'est comme si qu'il y a un contrat tacite qui est passé entre le dirigeant et lui-même, qui est que s'il galère pas, il ne vaut pas, il n'a pas ses galons, il ne vaut pas ses galons de dirigeant. Et ça, il y a un gros truc à déconstruire, hein. Et là, c'est chaud, hein. Et si Ah, je Mais peux c'est me les nouvelles tellement ancré. générations, on en parlera, mais peut-être que les nouvelles générations ont un rapport différent. Pro-perso, tout ça, on en parlera. Peut-être que oui, et peut-être qu'elles peuvent nous sauver un peu. Mais nos générations, t'as quel âge, Mathieu? T'es plus jeune que moi, je pense. J'ai 44 ans. T'as 40, ouais, donc Mathieu a 10 ans de moins que moi. Peut-être que ça a commencé à bouger plus pour la génération de Mathieu, mais ma génération, ouah, il faut que tu en Il y a les sujets générationnels et il y a j'anime des formations en santé mentale et nos formateurs animent des formations, mais aussi des fresques. On a une fresque en santé mentale, un peu comme la fresque du climat, et un dispositif un peu nouveau en France. Et on parle du déclaratif des salariés hommes et femmes sur l'épuisement professionnel. Et donc, les hommes sont à 7,5 75%, on va dire, peuvent déclarer, en tout cas beaucoup plus que les femmes, sans rentrer dans les détails des chiffres, mais beaucoup plus que les femmes vont pouvoir déclarer que ça va, en gros. Mais je crois qu'il y a aussi un vrai, un vrai déficit du côté des hommes de ce côté-là. C'est-à-dire que on voit que les hommes déclarent qu'ils vont mieux, mais en même temps, on voit qu'ils sont beaucoup plus soumis aux addictions, de manière générale, et quand on voit les chiffres du suicide, qui passent beaucoup plus à l'acte. Euh, le, le- le- moi, souvent, je parle des hommes. J'ai animé un groupe de parole d'hommes pendant 2 ans sur des sujets en lien avec la sexualité, mais sur des sujets en lien avec le trauma aussi. Et je dis souvent qu'ils ont un vrai handicap de vulnérabilité. C'est-à-dire qu'on me dit, ouh là là, moi j'ai bossé pendant 5 ans avec une association qui s'appelle l'ORS, l'Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises. J'ai fait un petit tour de France à l'époque sur le sujet égalité femmes-hommes, qui est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé. J'allais dans les CJD pour expliquer ces sujets-là. Mais je dis souvent,
On dit les femmes, elles ont grandi avec la princesse en robe rose qui attend que le chevalier vienne la délivrer dans son château. Ouh là là, ça a foutu la merde. Alors oui, ça a foutu la merde et ça la fout encore, bien sûr. Mais ce qu'on oublie aussi souvent de dire, c'est que les mecs, ils ont grandi avec un gars qui arrache sa chemise, qui lève le poing dans le ciel et qui s'envole. Et donc, ils sont Absolument. pas moins dans la merde, hein. C'est-à-dire Mm. que le, le pleure-pas, t'es pas une fille est heureusement moins présent, même s'il peut toujours exister, mais il est quand même très ancré. C'est-à-dire que l'acceptation sociale de des phrases je ne sais pas faire, je crois que je vais pas y arriver, j'en peux plus, je me sens totalement épuisé, je me sens pas à la hauteur, je crois que j'ai vraiment merdé. L'acceptation sociale entre femmes de se partager sa vulnérabilité et se partager sa détresse, elle est beaucoup plus forte qu'entre hommes. Ce qui veut dire que les hommes, ils n'osent pas, parce qu'il y a une espèce de truc de ce que disait Lionel, faut être fort, etc. Donc je crois que le risque, il est encore plus décuplé sur les hommes qui sont un peu des bourrins et qui sont persuadés qu'ils ils doivent se démerder, s'en sortir, etc. Donc voilà, je fais cette petite distinction homme-femme qui est presque plus sociologique. Et je crois qu'on n'en est vraiment pas sorti hein, quand je vois les figures politiques, quand je vois comment notre société évolue, l'homme fort, j'ai pas l'impression, on a beau en parler, mais j'ai pas l'impression qu'on arrive à déconstruire ça, Non, malheureusement. non, non. Et en fait, quand les gens viennent au centre, on traduit leur comportement en situation motrice complexe. Ça veut dire qu'on leur fait vivre ce qu'ils font, mais comme ils sont filmés et qu'ils agissent sur des domaines qu'ils ne connaissent pas, ils commencent à avoir du recul par rapport à ce qu'ils sont. Parce que quand on est en mouvement automatique, en pensée automatique, on ne se rend même pas compte de ce que l'on fait. Donc ils sont cramés parce qu'ils se sont épuisés sans comprendre pourquoi vraiment. Et donc on traduit cela, on les plonge dans une situation motrice complexe. Et donc en boxe, donc on les fait boxer, et du coup, ils vont voir comment est-ce qu'ils boxent, ils vont voir qu'en fin de compte, ils boxent de la même façon qu'ils bourrinent au travail. Sauf que comme c'est de la boxe, eh ben, ils connaissent pas, donc là, ils peuvent commencer à se dire, ah bah oui, en fait, je suis un bourrin du début à la fin. Et donc, je prends deux exemples. Premièrement, on a 80% des managers et des dirigeants qui sont au centre qui refusent de reculer quand ils boxent. Ils préfèrent se faire bourrer le pif que de reculer, parce que reculer, c'est être faible. Et dans les 80%, les femmes se comportent comme les hommes. Ça veut dire que, à un certain niveau de responsabilité, les femmes se masculinisent. Ça veut dire qu'elles intègrent inconsciemment le diktat de l'homme fort. C'est-à-dire qu'en fait, l'homme fort, maintenant, va de se transformer en femme forte. Ça donne beaucoup d'idées sur comment le mental fonctionne et comment le système nerveux s'organise sur tous les plans pour pouvoir aller dans le sens de tout ça. Et justement, tu parlais de bourriner, mais au bout d'un moment, on arrive à l'épuisement, c'est plus possible de continuer comme ça sur le long terme. On parle justement beaucoup de burn-out. Est-ce que vous pouvez définir un petit peu cette notion et notamment les signes avant-coureurs que les dirigeants devraient, ou en tout cas que tout à chacun devrait surveiller pour ne pas en arriver là? T'y vas, Mathieu, j'y vais. Si tu veux. Euh, de mon côté, en fait, si je m'intéresse à la santé nerveuse, pour moi, Mathieu précisera de son côté parce que du coup, cette approche gestalt et thérapeutique va nous donner un éclairage complémentaire. Pour moi, il y a vraiment deux grands profils. Il y a des personnes qui aiment la pression et des personnes qui n'aiment pas la pression. Et pour moi, les deux origines du burn-out vont être différentes. Il y a des personnes qui ont une vraie difficulté avec la pression et qui vont saturer très rapidement. Très souvent, on est sur des fragilités psycho-émotionnelles, en tout cas, qui sont objectivables et contactables rapidement. Les dirigeants, les managers que nous on accompagne ne font pas partie de cette catégorie-là. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas la fragilité psycho-émotionnelle, mais en tout cas, ils ont trouvé les appuis et les contre-appuis psycho-émotionnels pour se protéger de leur fragilité. Donc, ils décident, en fin de compte, d'être plus forts que le stress. À partir de là, ces profils-là, donc la catégorie qui m'intéresse moi et que je traite au quotidien, sont des personnes qui, parce qu'elles ont décidé d'être plus fortes que le stress et de, quelque part, des fois lui-même lui casser la gueule, elles vont exploser, non pas d'un point de vue psychologique, mais elles vont exploser d'un point de vue biologique et nerveux. Ça veut dire qu'elles vont pousser leur système nerveux au maximum, elles vont épuiser leur biologie, ce qui fait que du jour au lendemain, la veille, elles sont en pleine forme, le lendemain, elles sont au fond du lit. OK? Alors que les autres profils ne vont, il va y avoir une descente aux enfers progressive.
Du coup, on est sur des choses très différentes. Pour le profil que je connais bien, le signe, c'est le sentiment de toute puissance. C'est le t'inquiète, je gère qui s'impose de plus en plus. C'est le biais majeur dans la réflexion qui consiste toujours à voir le bon côté des choses et de toute façon, on va y arriver coûte que coûte. C'est l'installation des addictions. Quand on est en mode orthosympathique toute la journée et qu'on est shooté au cortisol, on, se- on pousse les neurones à dopamine à faire de la dopamine et donc on met en place une addiction au stress. C'est-à-dire que j'ai besoin de stress pour avancer, c'est les grandes phrases, mais il me faut du stress pour avancer. Et les addictions, elles sont très simples. On devient très très convivial parce qu'il faut absolument activer le circuit de la récompense. On est tellement convivial qu'on en devient alcoolique, qu'on soit bien clair, hein. Si en plus on fait plein de réunions mondaines, eh bien, on boit des coups, on ne se rend même pas compte. Quand on fait du sport, on fait des triathlons et on se déchire la tronche. On regarde la télé à pas d'heure, on n'arrive plus à dormir. Voilà, tout le rapport à l'excès, l'arbitrage de l'excès, le rapport au temps se modifie. Il faut de l'urgence, il faut que ça aille vite, il faut de l'intensité. On est incapable d'accepter le temps long, on est incapable d'accepter l'arbitrage. On veut imposer, on veut décider, on veut agir, on veut être maître du monde et maître de soi. Et ça, c'est pour moi clairement les signes avant-coureurs. Et cette personne-là n'est plus capable de ressentir ce qui se passe et elle n'écoute surtout pas ce qu'on lui dit. En gros, quand on lui fait une remarque, c'est l'autre qui est un con et il n'a jamais à se remettre en cause. Donc moi, je parle de ce profil-là. Mathieu va nous en dire plus sur les gens qu'il Oui, traite. je Et crois mais que du coup, on excuse-moi pourrait. Lionel, je rebondis juste sur ce profil. Étant donné qu'il s'écoute plus lui-même et qu'il n'écoute pas les autres, est-ce que c'est vraiment possible de tirer quand même le signal d'alerte en Non, amont? non, non, C'est ça le sujet, c'est non. on pourrait citer plein de signaux d'alerte. Bien sûr, on pourrait parler de problèmes de sommeil, d'hypervigilance, de perte d'appétit, d'irritabilité, de- on pourrait donner plein de signes d'alerte, mais là, la question que tu poses est pour moi centrale. Et d'ailleurs, tu vois, Lionel, sans même réfléchir, te répond non. C'est en effet le sujet, pour moi, c'est euh, des signaux d'alerte. Il y a les signaux qui peuvent être vus de l'extérieur. Ça peut être intéressant. Hein, tout ce que vient de citer Lionel, ça peut être intéressant. C'est un petit peu ce qu'on fait avec les premiers secours en santé mentale quand on va tenter de repérer des signaux d'alerte et de pouvoir donner de l'information ou en tout cas parler de notre inquiétude à l'autre. Euh, donc ça, c'est très bien que nous, si on est confronté à des dirigeants qui sont en train d'aller dans le mur, nous, on voit bien que là, ils sont à 130 et que le mur, il est à 1,20 m, eux le voient pas. Donc c'est en effet essentiel pour nous d'avoir ces repères-là. Par contre, pour le dirigeant, ce qui se passe, c'est que, c'est ce qui s'est passé pour moi, et c'est ce qui se passe souvent, sa capacité à, où est-ce qu'il se réfugie pour ne pas contacter tout ce qu'il est en train de contacter. Hein, dans le champ lexical d'ActiStress, il y a être cramé, être brûlé, etc., etc. Mais les dirigeants ne le ressentent pas, ça. Pourquoi? Parce qu'ils se réfugient où? Ils se réfugient là. Le t'inquiète, je gère, dont parlait Lionel, ce n'est qu'une phrase parmi toute la rhétorique et toute la construction mentale. Ça peut être moi j'ai dans mon cabinet des personnes qui viennent me voir qui sont totalement brillantes parfois, mais vraiment brillantes, qui sont impressionnants. Quand tu leur demandes, et là tout de suite maintenant, c'est quoi la sensation? Ouais, moi, je me rappelle la première fois qu'on m'a posé cette question. Mon premier métier, c'est danseur. Ça a été et pourtant, les premières fois qu'on m'a posé cette question, et donc le champ lexical des sensations et des émotions, parfois, il est un peu équivalent à celui d'un jeune ado. Et donc, du coup, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je ressens corporellement? Qu'est-ce que je ressens émotionnellement? Qu'est-ce qui est en train de se passer là tout de suite dans la relation entre toi et moi? Qu'est-ce qu'en train... C'est ces capacités à nommer ça, à s'arrêter. Et ça, le seul moyen pour contacter ça, c'est de ralentir pour être en contact avec ses sensations et ses émotions. La seule méthode qui fonctionne, il n'y en a pas d'autre, c'est de ralentir. Et donc, du coup, le dirigeant, lui, il ralentit pas. Il est dans cette course toujours à plus et pour se sentir vivant, il a besoin de plus en plus voilà, d'adrénaline. Et donc, du coup, il va aller comme ça, voilà, accélérer, accélérer, accélérer. Et il développe une incapacité totale à être en alerte de ces signaux-là.
Et par rapport à ce que dit Mathieu, qui décrit bien le mécanisme d'accélération, c'est là où le focus sur la santé nerveuse, pour moi, est essentiel. C'est-à-dire que quand on est sous stress, la dimension sous-corticale du cerveau, donc sous le cortex, sous la conscience, se met en alerte. Donc c'est le système limbique, ainsi de suite. À un moment donné, donc ce système orthosympathique se met en boucle et nous met en mode on toute la journée. Donc, le mode on est bouclé par un système biologique, un système hormonal et une imprégnation hormonale qui vient faire qu'à un moment donné, le biologique et le tissulaire viennent hacker le psychologique. C'est que même quand la personne veut s'arrêter, elle n'est plus en capacité de s'arrêter parce qu'on n'a plus affaire à quelqu'un de conscient, on a affaire à quelqu'un qui est sous addiction de cortisol et de dopamine. Et donc le problème, c'est que si je vais chez Mathieu, ça veut dire que déjà, j'ai encore une lueur de conscience, parce qu'en fait, je décide de m'arrêter. Mais je vais avoir les mêmes symptômes que quelqu'un qui est en sevrage, parce que je ne supporte pas de m'arrêter. Et donc, il y a une confusion entre le repos et la récupération. Pour pouvoir récupérer, il faut mettre le système nerveux sur off. Et quand moi j'ai créé la incorporation active et qu'on travaille donc avec des psys régulièrement, on aide les psys parce qu'on aide la personne qui a envie de se poser chez le psy et d'être accompagnée à mettre nerveusement le système nerveux sur off. Parce que même si je l'ai décidé psychologiquement, il y a une coupure entre le cortex et le sous-cortical. Ils ne discutent plus ensemble. D'où le fait de les ramener vers le corps, de leur réapprendre à sentir, de réapprendre à créer le lien. C'est là où la pratique corporelle, consciente, intentionnelle et complexe, aide le cortex et le sous-cortical à reprendre contact ensemble. Si on ne fait pas ça, ça reste dans la tête et les gens n'intègrent pas. C'est pour ça ils font beaucoup de danse au centre. Et si vous voyez comment est-ce que les gens sous stress dansent, comment vous dire? Il y a perte de tempo, perte de relation à l'espace, perte d'orientation, perte de coordination, perte d'alignement. C'est normal, c'est tout ce que le Perte de stress, connexion avec les autres. absolument. Il y a plus d'espace physique. Et donc l'espace mental devient une cage dorée dans laquelle la personne est enfermée. Donc le corps, il faut le remettre au centre et aider les gens à corporaliser leur ressenti. Ce que Mathieu expliquait très bien. Il faut leur redonner le lexique. Mais ce n'est pas un lexique psychologique, c'est un lexique psychocorporel. Il faut qu'ils remettent des mots sur ce qu'ils ressentent. Et ils ont perdu ce truc-là. Parce que la biologie les en a coupés. Ils sont addicts. C'est hacké, en fait. Et c'est pour ça tout à l'heure que je disais que c'est très d'une courageux et pertinent l'approche d'Acti-Stress aussi, c'est que euh, le, aller chez le psy, c'est ce que disait Lionel tout à l'heure. Moi, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la gestalt thérapie, moi, pourquoi je pratique la gestalt thérapie en tant que thérapeute? Déjà parce que ça a changé ma vie, voire ça a sauvé ma vie à moi. C'est-à-dire que, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu oui, ce que c'est comme type de thérapie? alors là, oui, on est bien là jusqu'à 19h30 ensemble, c'est ça? Je vais avoir du mal à vous expliquer rapidement ce qu'est la Gestalt thérapie. Je vais tenter de faire de mon mieux, mais si je veux faire une caricature, ma mère est psychanalyste. Si je veux faire une caricature en psychanalyse, on va parler. C'est vraiment une grosse caricature, hein, et j'aime beaucoup la psychanalyse, qui est aussi un outil dont je m'inspire. Mais si je veux faire vraiment une très grosse caricature en psychanalyse, on va parler des stades développementaux, on va parler de l'enfance, on va parler des blessures d'attachement, on va parler et on va tenter d'en tirer des éléments pour comprendre notre souffrance d'aujourd'hui. Voilà. Pardon pour la psychanalyse, c'est une énormissime caricature, c'est bien plus élaboré que ça, la psychanalyse, bien sûr. Et si je veux rester dans la caricature, la gestalt thérapie, on fait l'inverse. On va partir de ce qui se passe ici et maintenant, ce qui est en train de se passer dans la relation. Tu vois, là, je vois que tu es en train de hocher la tête de haut en bas. Je pourrais m'imaginer que tu es d'accord avec ce que je raconte ou que voilà, c'est un signe pour communiquer. Il y a quelque chose qui est en train de se passer là, tout de suite, maintenant. Et donc, tiens, ce hochement de tête que tu es en train de faire, quelle est la sensation physique est-ce que c'est sympa de faire un hochement de tête? Tiens, je te vois sourire. Est-ce que c'est plutôt désagréable? Est-ce que le fait que... Tiens, qu'est-ce qui est en train de se passer corporellement? Qu'est-ce qui est en train de se passer émotionnellement? Qu'est-ce qui est en train de se passer dans la relation, là, entre toi et moi? Je suis en train, tu vois, t'interpeller toi sur ce sujet-là. Et puis en Gestalt thérapie, on va beaucoup questionner aussi la résonance. On parle souvent de nous comme d'une peau de tambour ou d'une caisse de résonance. Tiens, qu'est-ce qui est en train de se passer pour moi, en tant que thérapeute, corporellement et émotionnellement, à l'occasion de toi? Pas ce que je suis en train de me raconter de tiens, ton enfance et papa et maman et trucs, et de faire des liens avec tous mes bouquins de psychopatho, c'est justement de tenter de les oublier pour me dire tiens, ici et maintenant.
dans ce moment-là, de cette séance-là, qu'est-ce qui est en train de se passer pour moi? Pourquoi? Pas pour devenir pote, hein, mais parce que ça peut être au service de réactualisation, de schémas, de choses qui se sont déjà passées dans ta vie, qui peuvent parler voilà, de ce qui est en train de se passer là entre nous. Ça peut donner des indications sur d'autres choses qui ont pu se passer, etc. Et donc, bon, voilà, bon, c'est vraiment une explication très rapide, mais c'est pour dire que si on prend le cas de quelqu'un qui est cramé ou de quelqu'un qui justement est très dans la tête, parce que ça c'est valable pour les dirigeants, mais c'est valable pour tout le monde, une société qui est très dans la tête. Donc, ce qu'on fait en Gestalt thérapie, c'est justement avant de mettre des mots. Moi, je suis dans un groupe qui s'appelle Recherche en danse et Gestalt thérapie, où on est une quinzaine de Gestalt thérapeutes plutôt portés sur la pratique de la danse et du corps pour mettre du psychocorporel dans la thérapie. Et donc, du coup, comment on va, avant de se raconter des trucs et avant de faire, nous, on ne fait pas de l'analyse, donc du coup, comment on va aider notre patient à déjà être en présence dans cet instant de la séance et pas être dans quelque chose d'intellectuel, mais déjà être en contact avec ses sensations et ses émotions pour travailler. C'est ce que Lionel fait aussi, c'est dire, oh les gars, on revient. Est-ce que vous savez faire un petit body scan en sophro? En sophro, on fait ça, on fait là un body scan. Tiens, est-ce qu'on peut scanner le corps de haut en bas? Voilà. Est-ce que déjà on peut se réapproprier? Je trouve ça très juste comme terme. La recorporation active, je trouve ça très... Mais c'est ça. Est-ce qu'on peut déjà se réapproprier? Et c'est pas un truc ésotérique, hein. Je suis pas en haut de ma montagne en robe orange, au-dessus des nuages, hein. C'est déjà, voilà. Est-ce que je sais respirer? Enfin voilà, la respiration ventrale. Moi, j'ai entendu mille fois, Lionel aussi, oh là là, moi, petit bambou, ça me stresse, oh là là, le yoga, ça me stresse. Ces dirigeants-là, dès qu'il faut ralentir, ils vont toujours avoir une bonne explication pour te dire que c'est de la sorcellerie, que pour eux, ça marche pas, que pour eux, c'est pas bien, que tu comprends que. Il va y avoir toujours un bon. Je sais, je les avais, je les connais par cœur, les arguments. Donc, bon, voilà, c'est de ça dont ça parle. Et par rapport à ce que dit Mathieu, d'un point de vue neurophysio, c'est la question des processus bottom-up et top-down. La psychanalyse est un processus top-down où c'est le Mhm. cognitif qui essaye de reprendre la main sur la vie, et donc de contrôler les choses et de les comprendre. Et le bottom-up, c'est comment la sensation, la reconnaissance de l'émotion, la capacité à se reconnecter au corps et donc par exemple au nerf vague, au parasympathique, va permettre du coup de calmer là-haut. Et la cognition incarnée que nous on pratique, c'est on pousse le bottom-up jusqu'au bout, c'est-à-dire que on peut pas avoir des appuis cognitifs stables sans appui sensorimoteur équivalent stable. En gros, si je me tiens devant toi en position de fierté, eh bien, cette position-là, elle doit être associée au sentiment de fierté et à tout ce que ça évoque, la fierté, c'est d'un point de vue cognitif. Donc, je dois penser de façon fière. Eh bien, quand les gens sont dissociés, ils ont l'appui physique de la fierté, mais ils pensent comme leurs pieds. Et donc, là, le système nerveux, il est cassé. Donc, en fait, nous, on a traduit, on est allé au bout de... Donc, on a essayé de mettre en action cette dimension de la condition incarnée. Tu penses comme tu bouges. Et c'est ça qu'on a théorisé, en fait. Mais nous, on est sur la démarche bottom-up. Et fais Beaucoup gaffe, plus Lionel, de si démarche tu commences à top-down. m'embarquer sur les termes un peu théoriques, là, on risque de me perdre. Mais tu viens de parler de dissociation, tu viens de dire dissocier, qui est un terme assez essentiel, moi, dans mon travail, mais c'est aussi ça. C'est-à-dire que finalement, en Gestalt thérapie, on a tout un verbiage, toute une sémantique, mais qui parle un petit peu de la même chose. C'est-à-dire que nous, on dit tête, cœur, corps. On dit qu'il y a trois pôles dans l'être humain, tête, cœur, corps. Et moi, je constate, en tout cas avec la Gestalt thérapie, c'est comme ça que je suis arrivé en thérapie. Et c'est ce que je constate majoritairement chez mes patients, c'est qu'on a des gens qui arrivent avec la tête, le cerveau, enfin leur corps n'est plus qu'un outil qui leur sert à se déplacer d'un endroit à un autre. Et donc, Un utilitaire, voilà, un Mathieu. utilitaire. Mais du coup, tête, cœur, corps, l'idée, c'est pas de dire, ouh là là, il faut pas la tête. C'est juste que dans le travail qui me semble essentiel pour prévenir le burn-out et dans le travail qu'on fait, nous, en Gestalt thérapie, c'est de dire, mais avant de se raconter des trucs très intelligents, enfin, ou pas d'ailleurs, mais avant de se raconter plein de trucs sur ta souffrance et de s'en parler, ah oui, mais c'est parce que tu comprends, j'ai vécu ces traumas, etc. Avant ça, on va commencer par aller regarder ce qui se passe. Alors, ce qui se passe là, dans l'ici et maintenant de la séance, ou ce qui s'est passé cette semaine, quand je me suis engueulé avec mon compagnon, avec ma compagne, quand j'ai eu cette altercation au travail, quand j'ai ce fournisseur qui m'a dit que, quand j'ai eu... Qu'est-ce qui s'est passé corporellement? C'était quoi la sensation? Ou tout de suite maintenant, c'est quoi la sensation? Ensuite, c'est quoi l'émotion? On s'est raccroché à quel senti? Et ce senti, ça correspond à quel ressenti? Parce que tu connaissais peut-être. Et ensuite, on fait ce qu'on appelle du dialogue herméneutique. C'est-à-dire que tout ça, bien évidemment, on va tirer des ficelles. Bien évidemment, on va mettre du sens sur des événements traumatiques, etc. Mais ou sur des blessures d'attachement. Mais c'est en partant, en commençant
part du corporel, de l'émotionnel, et ensuite on met du sens. Et Bottom-up, ensuite, bottom-up, bottom-up, c'est ça. donc c'est pour ça, on a des termes différents, mais on parle de la même Et chose. bottom-up, on parle de la même chose, c'est exactement ça. Ouais. Et du coup, il nous reste un petit quart d'heure. Est-ce que vous auriez des pratiques ou des outils concrets que vous pourriez recommander à nos participants pour prévenir l'épuisement? Alors, on a compris, je pense qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, mais est-ce qu'il y a des pratiques qu'ils peuvent mettre en place eux-mêmes en amont pour s'assurer un bien-être qui soit accompagné, enfin, que Alors, leur réussite soit accompagnée de bien-être? quand tu poses la question, tu dis eux-mêmes en amont, je pourrais imaginer dans leur coin. Tu vois, et donc déjà, j'aimerais te dire que tu vois, tout le monde parle en ce moment d'intelligence artificielle et trucs. Et, voilà, on est dans une société qui est beaucoup moins collective et qui est beaucoup plus narcissique, hein. Et donc, du coup, faire les choses dans son coin, c'est une bonne manière, hein, d'aller droit dans le mur. Donc déjà, mettre du collectif, c'est pour moi quelque chose d'une manière générale, que ce soit en termes de gouvernance ou même en termes de santé, avoir du monde autour de soi pour parler de sa vulnérabilité, pour parler de ses difficultés, etc., c'est déjà un énorme moyen de prévention, de ne pas rester seul et de pouvoir partager là où on en est. Euh, le- 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 Moi, je te dirais qu'un dirigeant, il est profession à risque en termes de santé physique, en termes de santé mentale, en termes de risque d'épuisement professionnel, en termes de risque de burn-out. Donc, quand tu es, voilà, moi, dans mon métier, on est psy, une fois par mois, on va en supervision. Je passe toute une journée, une fois par mois, avec d'autres psys et un superviseur, et on passe notre journée en supervision et on parle de là où on en est. Enfin, c'est assez essentiel. Bah, un dirigeant, il devrait avoir, selon moi, ce que je n'ai pas eu parce que je n'étais pas sensibilisé à tout ça, un dirigeant, on dit souvent, il ne doit pas être expert de tout, mais il doit connaître un peu tous les sujets. Euh, c'est des sujets qui, pour moi, même s'il est très expert de son job à lui, même si c'est un bon manager, un bon gestionnaire, un bon professionnel dans son métier, un bon commercial, même s'il a des très grandes capacités de dirigeant, bon, j'imagine qu'en tant que dirigeant, il sait comment on fait des conditions générales de vente, il sait comment on fait un contrat de travail, il sait comment il sait la pièce qu'il faut acheter pour telle machine ou tel truc. Enfin, il connaît plein de trucs divers et variés, du juridique, du droit commercial, des techniques marketing, du ceci, du cela. Il a plein. Le sujet pour ce sujet-là de la santé des dirigeants, il est beaucoup plus à risque. Donc pour moi, il doit maîtriser ce sujet, il doit en avoir entendu parler. Euh, L'idéal serait que plus que d'en entendre parler, qu'il puisse avoir bien conscience de où sont ses ressources. Donc, si c'est un dirigeant qui fait déjà des pranayamas, qui sait déjà respirer, qui sait déjà méditer, qui sait déjà s'alimenter comme il faut, qui sait déjà prendre soin de lui, qui sait déjà... Très bien, mais c'est quand même rarement le cas. Donc, déjà, les propositions d'Acti-Stress, de très concrètement se retrouver entre dirigeants et mettre le corps en mouvement, plutôt que de s'en parler du corps et de mettre encore des mots sur des mots sur des mots, mais concrètement y aller et dire, tiens, qu'est-ce qui se passe? Et de se rendre compte en mettant le corps à l'épreuve de l'expérience, hein. Parce que c'est ça le drame. On peut s'en parler des heures. Là, on est, je sais pas combien on est dans cette visio, mais ok, on se parle, on se parle, on se parle. Très bien. Mais dans notre journée, à quel moment on va, nous, tiens, se dire, j'étais avec hier là, sur la fresque en santé mentale, j'étais avec une personne qui me dit, ah, mais c'est vrai, on parle, on parle, on parle, mais je me dis, tiens, la respiration, ça fait quand même un certain nombre de mois que. Donc, voilà, d'aller mettre très concrètement, moi je gère, ok, montre-nous. Montre-nous. Là, tiens, explique-moi comment. Et là, tout de suite, maintenant, montre-moi comment tu gères. Tu m'en parles que tu gères. Mais c'est un truc intellectuel. Va dans un stage chez ActiStress et va nous montrer comment tu gères. Donc, pour moi, déjà, c'est aller mettre à l'épreuve de l'expérience, premièrement. Et deuxièmement, aussi, moi, je sais que ça fait 20 ans que je n'ai jamais dépensé moins de 5 000 € par an en formation. Dans les 20 dernières années, je n'ai jamais dépensé moins de 5 000 € par an en formation, depuis 20 ans. Et donc, j'ai fait des formations sur plein de sujets différents. Et donc, aujourd'hui, en tant que dirigeant, euh, je trouve ça, aujourd'hui, pour moi, c'est bien sûr, ça devient une évidence, mais se former, faire une formation de premier secours en santé mentale,
ou faire une fresque en santé mentale, ou faire un atelier de sensibilisation. Nous, on fait aussi des ateliers de sensibilisation, mais entendre parler de qu'est-ce que c'est que le trouble dépressif, le trouble addictif, le trouble anxieux, le trouble bipolaire, le trouble schizophrénique, les crises d'angoisse, le risque suicidaire, les automutilations non suicidaires. C'est 27% de la population, c'est plus d'une personne sur quatre chaque année, donc c'est pas les mêmes chaque année, qui sont concernés par un problème de santé mentale. Donc, ne pas connaître ces sujets-là en tant qu'expert, en tant que dirigeant, pardon, ne pas connaître, ne pas avoir entendu parler de ce que c'est que la santé mentale, ça me semble un risque. Ça va être une personne sur quatre si tu as des salariés, ça va être un sur quatre. Et ça peut s'appliquer à ce que tu es en train de vivre toi. Donc, ça me semble important. Et encore une fois, aller mettre ça à l'épreuve de l'expérience. Ça me semble les deux sujets essentiels. En tout cas, ceux qui me viennent là tout de suite en. Pour rebondir sur ce que dit Mathieu, moi, je viens du monde de la préparation. Moi, je accompagnais beaucoup de sportifs de très haut niveau et des militaires d'élite et ils se préparent. Et d'ailleurs, ils me disaient, on peut gérer quand on est préparé. Donc, quand Mathieu dit, je pense que les dirigeants devraient être accompagnés et entourés par des gens qui les mettent au meilleur endroit, oui, oui. Et en fait, le sportif, on comprend bien qu'il a son entraîneur, son machin, son truc. Le militaire, il y a des gens autour qui le permettent de monter le niveau. Les dirigeants, ils se démerdent tout seuls. Ça n'a pas de sens, hein. Ça n'a pas de sens. Effectivement, rapidement, ils ne se forment plus. D'ailleurs, on a du mal à faire bouger souvent les COMEX et les CODIR parce qu'on fait bouger les gens en dessous, mais les COMEX et les CODIR, ils se sentent au-dessus du truc parce qu'ils n'ont Au-dessus. plus rien à apprendre. Donc ça c'est effectivement c'est un autre problème. Au niveau de la recorporation active, on a trois piliers qui expliquent en fin de compte, selon nous, qu'est-ce qu'il faut faire pour reprendre la main sur le système nerveux. Le premier pilier, c'est la connaissance de soi. Quand on délivre une performance et qu'on veut être préparé nerveusement au niveau de cette performance, il faut développer une compétence professionnelle de préparation au stress de son métier. Il faut être préparé au stress de son métier, au challenge de son métier. Donc, il faut se connaître et se connaître sous la pression. Et là, je rejoins Mathieu, il faut se former. Il faut arrêter de penser qu'il suffit de penser qu'on est bien et qu'on y arrive. Et quand ils parlent de pratique, ouais, les gens, ils viennent, on leur fait faire trois exercices, ils se rendent compte qu'ils sont totalement à côté de leur pompe. Pourtant, ils pèsent des milliards d'euros. Et on leur a demandé un truc qui était genre niveau zéro de la motricité, quoi. Et là, ils se disent, ah ouais, effectivement, il y a un petit décalage entre ce que j'imagine de moi et ce que je peux faire. Donc ça, c'est la première chose, il faut se connaître. Et là, il faut se faire aider, il faut aller voir des praticiens, il faut se former, il faut réfléchir à soi, il faut connaître sa faille narcissique, il faut comprendre ce qui fait qu'on a besoin ce qu'on a besoin de, qu'est-ce qu'on joue quand on fait les choses. La deuxième chose, le deuxième pilier, c'est être capable de faire basculer le système nerveux de on à off. Et ça ne s'apprend pas, ça se pratique. On a la demi-journée coup de boost, on a les stages ActiStress où on apprend aux gens par le corps à reprendre la main sur le système nerveux. Même si je me connais, je peux avoir perdu le lien entre ce que j'ai décidé et la réaction. Et la troisième chose, c'est de traiter, et on n'en parle jamais, c'est pour ça qu'il y a autant de burn-out et de rechute en burn-out, on ne parle jamais de la trace tissulaire et biologique du stress chronique. Quand on est addict au stress et qu'on est cortisolé et sous dopamine, les tissus, la biologie intègre le stress comme une façon d'être. Et ça hack le psychologique. Donc, je me connais, je sais mettre mon système nerveux sur off, mais je me fais aider pour traiter la trace biologique et tissulaire. Parce que je suis devenu addict. Et donc, je dois être traité comme un junkie. Il faut rétablir l'alimentation, il faut qu'il y ait tout un accompagnement micronutritionnel. Et surtout, il faut traiter les tissus. Il y a des pratiques autour du rouleau de massage. Il faut calmer le corps, sinon on n'y arrive pas. Et le problème, c'est que ça met des professionnels en tension. Les personnes prennent en charge la tête et le font extrêmement bien, mais ils sont ralentis dans leur progression parce que le corps du patient, la biologie du patient, la physiologie du patient leur échappe. Et en fait, pourquoi? Parce que le corps est allé trop loin. Donc pour nous, il faut ce triptyque et on a besoin de tous les acteurs autour de ce triptyque pour que la personne retrouve un endroit où le système nerveux se calme et redevient un vrai chef d'orchestre et pas juste un conducteur fou qui accélère de plus en plus, en fait. Et par rapport à ce que vient de dire Lionel, la difficulté, c'est que là, on devrait être 50 000 Absolument. à cette Coordonné. conférence. Et on n'est pas 50 000, hein, j'ai suivi, on n'est pas loin, on doit être à 49 000 quelque chose, mais on n'a pas atteint les 50 000. C'est aussi un indicateur. Aujourd'hui, on commande un truc sur Amazon, il arrive le lendemain, on veut de l'instantanéité, on veut l'IA, on veut tout faire en visio pour plus avoir besoin de se déplacer.
Euh, le corps, encore une fois, Lionel, c'est très juste quand il faisait la comparaison avec les militaires et les sportifs de haut niveau, être dirigeant et être confronté tous les jours à des choses dont on n'a jamais entendu parler. Si on est un dirigeant d'une entreprise en croissance, il va se passer plein d'imprévus. Moi, les business plans, j'ai vu, je sais pas, j'ai accompagné plus de 150 dirigeants et porteurs de projets. Je leur disais systématiquement, je leur disais, vous savez, c'est quoi le business plan le plus hilarant que j'ai vu de toute ma vie? Celui qui m'a Donc, fait le plus rire? c'est quoi Bah, votre... c'est les miens 3 ans plus tard. C'est les miens 3 ans plus tard. Un dirigeant, enfin, il est aussi opportuniste. Tiens, il y a un appel d'offres, tiens, il y a un marché, tiens, voilà. Donc, il sait s'ajuster, il est agile, etc. Donc, c'est quand même un certain niveau d'intensité. Et face à ce niveau d'intensité, en effet, il faut être préparé. Et encore une fois, intellectualiser, je m'introspecte, se raconter des choses. Lionel le racontait très bien, le cortisol, c'est du poison. Donc on ne se rend pas compte, si je me fais mordre par un serpent, il va peut-être rien se passer. Et puis ça va s'arrêter d'un coup, hein. Ça va pas durer 3 semaines, ça va s'arrêter. Pour moi, à titre personnel, ça s'est arrêté d'un coup. Ah, enfin, d'ailleurs, ça s'est fait en 2 fois. C'est un autre jour où je me suis retrouvé avec des palpitations cardiaques. Je me suis retrouvé à 3 heures du mat aux urgences aussi. Mais je suis pleinement dans la catégorie qu'évoquait Lionel. Je connais mon rapport à l'intensité. Je me soigne. Je travaille beaucoup moi-même. Enfin, je le dis à mes patients aussi, hein. Je dis, mais moi, je suis assis à votre place tous les 15 jours en individuel et tous les trimestres par tout un en thérapie de groupe. Et je travaille énormément sur moi parce que je sais à quel point je peux être un danger pour moi-même. Donc, du coup, il va vraiment y avoir cette nécessité, selon moi, d'apprendre à se connaître, pas intellectuellement, mais d'aller voilà, se confronter corporellement à cette épreuve du dirigeant qui se raconte qu'il gère, qui se raconte que ça va. Et puis même dans des moments où, à la limite, émotionnellement, ça pourrait aller, et ben, dans ces moments-là, ça peut vraiment lâcher. C'est Absolument. ça le piège. C'est ça Ouais. le piège. Ça, c'est Ouais, flippant. c'est ça, cette différence entre la dépression et le burn-out, par exemple. Quelqu'un qui est en dépression, on le met sur une plage à Calais au mois de février et on le met à Punta Cana quand il fait chaud. Émotionnellement, intérieurement, il se passe la même chose. Absolument. Quelqu'un qui a un épuisement professionnel, à un moment, si il y a des personnes, enfin, voilà, il y a un reportage que tu connais sûrement, Lionel, que je suggère souvent sur ce sujet-là, qui s'appelle La mécanique burn-out, qui est un très très bon reportage. Il y a des intervenants, il y a une conférence. Enfin voilà, ça me semble une ressource très bonne sur ce sujet-là, mais les témoins en parlent très bien. Ils disent, mais moi, passer dans la rue de mon entreprise, c'était. Donc c'est vraiment ce rapport-là aux professionnels et donc, le dirigeant, selon moi, doit aller se former et doit aller se confronter à l'expérience. Et se Ben, préparer. merci. Merci beaucoup pour ces interventions. Merci à vous. Euh, donc on retiendra que, il faut avant tout préserver son bien-être et qu'il faut savoir s'arrêter pour recharger sa batterie, même si c'est parfois compliqué de le faire seul. Donc on n'hésite pas à demander de l'aide autour de soi et à prendre ce temps. Est-ce Je que vois je vois qu'il y a des questions. Je m'excuse par avance de ne pas pouvoir avoir pu répondre à tout le monde. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn directement avec mon prénom et mon nom. Vous me retrouvez facilement où il y aura mes coordonnées. Enfin voilà. Mais pardon de ne pas avoir pu répondre aux questions que j'ai vues dans le chat. idem pour moi. Mais ce que j'aimerais juste dire en conclusion, c'est que moi j'étais très heureux de faire ce podcast et je remercie Corinne avec Mathieu parce que ça aurait été plus compliqué de le faire avec quelqu'un qui n'a pas intégré la dimension corporelle. Parce que du coup, on est à deux endroits qui peuvent paraître différents, mais le fait de pouvoir parler santé mentale avec un pro de la santé mentale, mais qui a cette pratique somatique, en fait, ça permet de poser, selon moi, le sujet au bon endroit. Sinon, on passe à côté du sujet, quoi. Merci Mathieu, super intéressant. Merci et merci à Flume Biz pour l'organisation de cette conférence. Bonjour Iris, que je vois qui est Salut, arrivé. Iris. Salut Iris. Tout à fait. Merci Mathieu, merci Lionel. Écoutez, peut-être que vous allez rester avec nous pour la prochaine conférence animée par Corinne sur la santé mentale et performance durable, redéfinir la réussite en entreprise avec Iris Ramos, Nicolas Lemétayer et Clément Quillec.